j'accueille Richard Gottener. Ça fait claquer les doigts, c'est plus vrai que le ska. Pas un seul pas de trop, ça s'appelle le sans-pas. Le sans-pas c'est sympa et ça vaut la samba. Ça se danse en solo ou ça se danse à guitare. Ça fait hop là, hop là. Encore. C'est pas la cheval, le tcha-tcha connaît pas. Hop là. Quand on fait le mambo, on s'en mêle les nougats. Hop là. Sympa. Tout le monde en a parlé à retrouver Richard Gottener chez lui à Paris. Dès le matin, il est derrière son ordinateur pour gérer son site internet. Aujourd'hui, je veux dire, bon, petit-déj, machin, tout ça, je lance l'ordi pour avoir les messages, les mails, les trucs importants. J'écoute les messages s'il y en a, les messages au téléphone. Je traite les choses par ordre de priorité, on va dire. Parce que je fais un peu tout seul quand même. Je vais aller C'est jeter l'heure un de œil. la découverte des messages postés. Là, il y a des adresses email. Et quand ça mérite une réponse, je réponds. Alors, par exemple, celui-là, je ne l'ai pas mis. Pourquoi? Alors, c'est le blues de Santa Cruz, de Toulouse ou de Mulhouse. En attendant, je pécho mon 12. Bon, alors, c'est sympa. Alors, j'ai regardé jusqu'au bout. Je ne suis absolument pas concerné. Donc, si le mec, il veut une fenêtre pour afficher ses trucs, bah là, en l'occurrence, ce ne sera pas ici, quoi. Mais je trouve ça sympa, hein. Et des petits Belges. Ça faisait longtemps qu'on vous attendait en Belgique, monsieur Gottener, et puis ça y est, la nouvelle est tombée. Vous serez chez nous le 20 novembre. Les des petits Belges. Bon, bah ça, on va le mettre, ça. Et puis on va faire une petite vérif, toujours. Faut peut-être toujours vérifier. Un ministro, le livre d'or, et le voilà, les des petits Belges. Je laisse les fautes d'orthographe, je laisse les trucs, ça doit être authentique, quoi. Autre activité qui le passionne, les photos de famille. J'adore la photo, mais je crois que ce que je préfère en photo, c'est les photos mises en scène. Alors là, par exemple, je vais vous présenter ma famille. Voilà, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on a fait dans... Ils sont un peu dingos, les Gottener. On est bêtes, hein. Enfin, surtout moi, d'ailleurs. Voilà. Un déguisement, c'est... ça peut partir de rien. On se met un... Je sais pas, bah tiens, voilà, tiens. Vous avez une poubelle, sac en plastique... Ah. Voilà. Alors vous faites... Alors je ne sais pas, je n'ai pas été voir dans la glace, mais ça peut faire ça, vous pouvez faire ça. Il est important pour Richard de se nourrir, donc direction la cuisine. Alors qu'est-ce qu'on va se faire comme pâte? Alors normalement pour les gens bien élevés, c'est 125 grammes. Mais comme nous, on est un peu goinfre, donc on va se mettre 150. L'interprète de Primitif est un as des fourneaux. J'ai mon allume-gaz qui est mort, ce qui fait qu'à chaque fois que j'allume le gaz avec mon briquet, je me brûle les poils de la main et ça sent le cochon brûlé. J'enlève ma chemise parce que on a une longue histoire. C'est la guerre entre moi et la sauce tomate. Voilà. Je ne sais pas comment se débrouille la sauce tomate. Je peux vous mettre un tablier, je peux mettre n'importe quoi. La sauce tomate passe toujours. Ça vous en met partout. Bon, je veux bien qu'on m'en mette partout, sauf sur ma chemise. Voilà. Donc je l'enlève. Là, je passe en seconde. Voilà. Je passe en seconde. Le petit tac. La marche arrière est là, hein. Voilà. Ah, faut pas déconner avec les pâtes, hein. On dirait un peu de la peinture. D'ailleurs, c'en est. Bon appétit, Richard. Et merci pour nous. C'est sympa, ça. À l'heure de la sieste, direction le studio où Richard prépare un nouvel album. J'y vais un peu les yeux fermés. Je vois Vitry-sur-Seine. Il y a un studio qui s'appelle le studio Oco. Nous allons répéter avec les musiciens. Mais l'enregistrement ne saurait commencer sans une pluie de désinfectant. C'est ton suppôt en spray, là? Ouais, c'est le support en spray. Très bien. Voilà, on va faire
faire ça un petit coup. Mais ça pue pas. Donc je te le passe. C'est 100% natürlich. C'est pas que je m'ennuie, mais je me fais chier les années d'anniversaire. Le seul bébé, c'était le Dédé. Oui, les deux pépères, c'était l'Arthur et le Prosper. La première fois que je jouais du monde, Yapi. Et ces musiciens, que pensent-ils de lui? Tu la vois, tu la vois celle-là? Richard Gottener, le pire c'est un caractère de cochon, et en plus il est dragueur, mais ça me concerne pas trop encore. Il est très dragueur, grand séducteur, un peu casse-pied par moments, mais adorable et c'est un plaisir de travailler avec lui, vraiment. Dans le paysage de la chanson française, il n'y a pas deux gars comme Gottener, ça c'est sûr, il est unique. Un quart d'heure de pause toutes les demi-heures, ça suffit? Un quart d'heure. Et oui, la recette de la longévité du Yuki, les sucres lents du midi, ils vont lui permettre de répéter toute la nuit. Et maintenant, la lumière se rallume sur Richard Gottener. Bonsoir. Ça va? Salut. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Richard, vous êtes né le 30 mars 1948 à Paris, dans le 12e arrondissement. Vous arrivez avec 15 jours de retard. Et comme à l'époque, le tube, c'est « Ouvre la porte, Richard ». Vos parents vous prénomment Richard, voilà, tout simplement. Voilà à quoi ça tient. Alors, votre nom de famille, c'est Gottener, donc ce qui en yiddish veut dire Dieu unique. Ouais, bah, appelez-moi Richard quand même, hein. Ouais. C'est pas grave. Alors, vos grands-parents paternels sont arrivés de Pologne. Ouais. Et vos parents étaient commerçants. Ils avaient un magasin de meubles au Faubourg Saint-Antoine. Ouais. Où vous grandissez. J'ai pas beaucoup connu ma maman avec mon papa. Ah, ils ont divorcé, vous aviez quel âge? Je crois que je dois avoir 18 mois, quelque chose comme ça, ou même avant. J'ai pas d'image d'eux ensemble. Alors, ce n'est qu'à 4 ans que vous découvrez les lunettes et le monde extérieur, à commencer par les dessins sur les rideaux du salon. Mon père aurait dû s'en douter, parce que c'est une maladie génétiquement transmissible. Ouais. Mon oncle était comme ça, mon père était comme ça. Ils avaient des carreaux, c'était des glaçons avec des fils de fer. Ils auraient dû se douter du truc. Or, ils ne se sont pas doutés. Et à 4 ans, comme je pleurais quand on me montrait, vous savez, comme on montre aux enfants un avion, une vache, un truc. Moi, je pleurais parce que je voyais pas le truc. Ouais. Donc, ils se sont inquiétés. Et en fait, finalement, j'étais quand même très, très, très miro. Alors, enfant, vous étiez déjà très créatif, hein, touche à tout, comme ça. Vous trafiquiez des photos. Et quand vous avez eu votre magnétophone à l'âge de 13 ans, vous avez commencé à bidouiller des sons. Le magnéto a été pour moi une vraie révélation. Ouais. C'est-à-dire que tout seul dans ma chambre, j'enregistrais des trucs. Avant l'heure, j'enregistrais des fausses pubs, des fausses émissions. Enfin bon, je faisais du montage avec des bouts de scotch, avec des lames de rasoir et tout ça. Et en fait, finalement, j'ai été à l'école du magnéto avant même de savoir que je vous feriez ça plus tard, bien sûr. Alors, vous partez en colonie de vacances à l'époque. Ouais. C'est là que vous rencontrez Jackie Jakubowicz, le Jackie du Club Dorothée. Vous devenez inséparables tous les deux. Vous montez des petits spectacles. En fait, on avait officiellement le rôle de faire rigoler nos camarades. Alors, on déconnait évidemment le soir dans les chambrées. Ouais. Il y avait une fois par semaine un spectacle, c'était le samedi après-midi, où on montait sur les planches et on faisait les zigotos. Alors, à l'époque, quand on vous demande ce que vous voulez faire quand vous serez grand, tous les deux, vous dites on voudrait faire Poiret et Serrault comme métier. Oui. Voilà. Moi, je voulais être Michel Serrault, absolument. Ah oui. Ouais. Et Poiret aussi, un peu quand même. Voilà, donc après un bac philo, vous entrez à Assas en 68. Alors, il y avait 3000 étudiants, il y a eu 3 redoublants cette année-là. Oui. Et vous étiez parmi les 3. Et j'étais dedans, c'était en 68, hein. Ouais. Fallait le faire. Ouais. Mais j'étais vraiment nul, ça m'intéressait pas. Quoi. Ouais. Mais vous aviez passé tout votre temps sur les barricades ou quoi? Pas vraiment, non. Non, j'ai été 1 ou 2 fois à la Sorbonne écouter comme Bendit, ça m'a gonflé grave. Aussi. J'ai trouvé que c'était pas bien. Ouais. J'étais évidemment comme tous les mecs de cette époque-là, j'avais envie d'un truc. Et ce que j'entendais, c'était un discours très gauchiste, très qui avait rien à voir avec ma réalité en fait à moi. Ouais. Et donc ça m'a pas intéressé très vite, quoi. Alors pour payer vos études à l'époque, vous faites plein de petits boulots. Vous êtes vendeur de journaux, marchand de légumes, chauffeur-livreur, enquêteur des marcheurs. Celui qui
s'est vraiment insinué dans ma vie, c'est enquêteur. Ouais. Parce que ça a été le premier boulot qui m'a mis un peu le pied à l'étrier de la pub. Ouais. C'est par là que je suis venu à la pub, en fait. C'est-à-dire qu'en faisant des enquêtes dans la rue, comme j'étais sérieux, les mecs qui me donnaient des enquêtes, ils m'en confiaient d'autres. Ils me donnaient des analyses à faire. Ouais. Ils me faisaient suivre des stages de non-directifs. Ouais. Donc déjà, on rentre dans un truc un peu noble. Ouais. Déjà, une façon d'aborder le marketing déjà. Voilà. Mais à l'époque, quand vous êtes très attiré déjà par les fripes et par le déguisement, un jour vous venez en cours avec une veste de dompteur achetée au carreau du Temple. Ouais, il y avait des fripiers, les frères Schwartz, mais c'est vraiment un film. Hein. C'était, ils étaient tous les trois avec il y en avait avec une blouse grise, l'autre il avait un truc juif, vous voyez, avec le petit bonnet, machin. Et l'autre avec un chapeau et tout, c'est plus, il comptait il comptait les sous. Ils avaient des accents à couper dans le couteau. Ils étaient vraiment formidables. Ils recevaient des balles énormes de chemises américaines, de vestes d'un père anglais, tout ça, de machin. Et alors je faisais un peu de trafic quand même. J'ai acheté des trucs, je revendais un peu au lycée. Et puis moi je m'habillais là-bas. Et un jour j'ai acheté, c'était à l'époque de Sgt Pepper's. Qu'est-ce que je vois? Je vois une veste de dompteur rouge avec les brandebourgs et tout. Donc je suis rentré à la maison avec ça. Et mon père, ça a été... No way, tu retournes, j'ai racheté un truc, j'ai échangé contre un truc, contre une chemise qui était verte, jaune et marron, qui était encore pire que la veste à brandebourg. Vous étiez influencé par les Beatles à l'époque? Je suis très fier parce que j'étais fan avant que le mot fan des Beatles existe. J'étais dans les premiers. Dès Love Me Do, j'étais déjà sur le coup, moi. Donc au moment où ils vont en Inde, vous allez en Inde aussi, vous allez à Goa? Ah bah oui. Normal. Ouais. Voyage initiatique obligé. Ouais, enfin bon, j'ai jamais trop raconté cette histoire, mais en fait, j'ai été aussi faire un petit sauvetage de camarades qui étaient un peu en perdition là-bas. D'accord. Donc j'ai été un peu cherché par le... Il y en a qui n'arrivaient plus à revenir. Il n'arrivait plus à redescendre, lui. Donc j'ai été le chercher et c'était pas plus mal. Donc comme il faut bien rassurer les parents, vous revenez à Assas et c'est là qu'un copain vous propose de devenir professeur de pub et pour préparer vos cours, vous achetez la publicité au service de l'entreprise. Par un certain monsieur Robert, je crois. Voilà. Et là, en fait, vous découvrez la pub, quoi. Vous devenez concepteur-rédacteur dans une agence américaine. Je me suis renseigné pour savoir comment on faisait pour entrer dans la pub. On m'a dit, il faut un dossier. Alors j'ai fait un dossier, mais j'avais jamais rien fait, donc un dossier, j'en avais pas. Donc je me présentais en disant, c'est un faux dossier. Parce que je me doutais bien qu'il allait le voir. Donc j'ai fait une trentaine d'agences comme ça, où j'ai été de directeur de création en directeur de création, et chacun me donnait un petit bout de la solution. Jamais aucun m'a dit, il faut faire comme ça, il faut être comme ci, il faut faire... Non. Au bout de la 30e agence, j'ai fait un petit peu la synthèse de tout ce qu'on m'avait raconté. J'ai foutu la plupart de mon dossier à la poubelle, j'en ai refait un, et 8 jours après, j'étais engagé à la G. Walter Thompson. Qui est une énorme agence, qui était la première du monde à l'époque. Grosse agence, très lessivière, très carrée sur le marketing et tout ça. Exactement ce qui ne me convenait pas, mais en fait, qui m'a donné une formation très militaire, dans le sens marketing du terme. Et alors, comment vous êtes passé au jingle et au bande original de spot de pub? Ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire que déjà au départ, dans mon dossier que je présentais pour aller me faire engager dans les agences, j'avais déjà du son, ce que ne présentaient pas les autres. Et quand je suis rentré dans l'agence, la nuit, quand on me filait un boulot, quand il y avait un sujet qui traînait dans l'agence, j'appelais des copains qui étaient pas des professionnels, des amateurs, et je proposais un jingle. Je proposais une chanson publicitaire, qui évidemment, ça marchait pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, comme ça fonctionnait pas, j'en faisais une chanson. Et voilà. Donc là, vous avez monté Gatcaisse, votre boîte de prod. Vous produisez des jingles et des bandes originales de spots de pub. Alors, il y a quand même ce qui s'est fait de mieux en France depuis 40 ans. Il y a Banga, il y a Belle Deschamps, il y a Infinitif, il y a Sopiquet, il y a Vitel, il y a Danette, il y a Chocobéen. Vous devenez le maître incontesté du genre, le dieu unique du genre, le Gottheiner du genre.
c'est vrai que c'était une époque où on C'était énorme. était très créatifs. Vos jingles de pub ont été vendus en CD et les gens les ont achetés. Continue. Quand même Continue. énorme. Alors, c'est donc pendant ces enregistrements de pub qu'en 76, vous rencontrez Claude Angèle, qui était guitariste de Magma, aidé par son frère Selmar. Vous sortez tout un tas de chansons qui ont été des tubes énormes. Il y a Primitif qui était inspiré d'Infinitif, mais il y a Chippie, Le Sampa, Trois Vieux Papis, Le Mambo du Décalco, Le Yuki. C'est des histoires de couple en fait. On a réussi un truc formidable. C'est un peu comme en amour. Ouais. C'est le coup de bol un peu intégral. Ouais, ouais. C'est-à-dire de trouver la complémentarité. L'auteur et le compositeur, c'est un couple très difficile à composer parce que d'abord il faut pas d'ego. Ouais. Il faut savoir dire c'est pas bien ce que tu fais sans que l'autre se vexe et savoir le recevoir aussi en disant t'es sûr de ça parce que c'est... Et en même temps échanger aussi les qualités. Donc l'apothéose, c'est mars 83, à l'Olympia, en vedette, le show Zazou. Alors là, vous êtes célèbre. C'est arrivé vite, vous pensez? C'est curieux parce que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours l'impression d'avoir été un peu vedette. Oui, oui. En colo, chez les scouts, tout ça. Et d'un seul coup, d'être célèbre, il y avait pas une grande différence. Non, je passais pas du jour à la nuit. Vous étiez un peu plus célèbre. C'était installé, voilà. Voilà. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand il y a eu cette quand même célébrité médiatique? Mon père, il m'avait lâché la grappe le jour où j'ai été le voir et je lui ai dit papa, je veux faire de la pub. Ouais. Parce que lui, il voulait que je sois avocat, docteur, ingénieur, enfin bon... classique. Voilà, classique. Et comme il a vu, certainement dans mes yeux, que ça y est, je savais ce que je voulais faire, il m'a laissé faire. Et quand, évidemment, j'ai eu la reconnaissance des gens, du public, ça a été... pour lui, je pense, une réussite. Il savait que son fils avait réussi. Et votre maman? Ça lui permettait d'avoir des rendez-vous plus facilement chez le coiffeur. Ça s'est bien passé avec les médias à l'époque? Non seulement ça s'est bien passé avec les médias, mais je pense que c'est grâce à la télé que je dois ma notoriété. Je veux dire, je referai le parcours maintenant, à l'heure actuelle. Vu l'attitude des médias vis-à-vis des artistes, je suis pas sûr de pouvoir arriver à la même notoriété. Hein. Vous avez gagné de l'argent? Ah bah oui. Oui. Et en amour, ça vous a aidé, cette notoriété avec les filles? Je sais pas ce qu'on appelle un grand tombeur. Les gonzesses m'ont très vite intéressé, évidemment, mais je ramais, étant un peu ado, je ramais un peu, il fallait que je cavale derrière quand même. Et puis du jour où la notoriété est arrivée, ça a un petit peu changé la face des choses. C'était beaucoup plus facile et j'en ai... j'avais plus qu'à me servir, quoi. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Ce serait plutôt une espèce d'ambiance très créative. C'est ça que c'est-à-dire une espèce de ces rendez-vous avec Claude Angèle, avec Selmar Angèle, quand on se rencontrait des après-midi, qu'on était ensemble et qu'on déconnait autour d'une pub pour arriver à faire un truc. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, quoi. Et le pire moment? C'est l'insuccès de Rendez-vous au tas de sable. Le Rendez-vous au tas de sable, c'est votre premier long métrage. Vous avez travaillé 5 ans. Vous êtes scénariste, compositeur, acteur. Et c'est un flop, quoi. Total flop. On se prend une veste dans Première, mais c'est injurieux. C'est... On est traité comme du pu. Enfin bon, cela dit, quelques années après, moi j'ai reçu des courriers, j'ai reçu des mails, mais insistants, me disant quand est-ce qu'on peut voir ce film. En cassette, il était épuisé, tout ça. Ça fait que j'ai réédité ce film et que depuis, c'est un film culte, c'est un truc... Alors aujourd'hui, vous faites toujours des spectacles, hein, c'est un peu, vous dites comme à la maison, quoi. C'est des potes autour d'un feu de bois et vous chantez vos chansons qui sont éternelles, en fait. Et je suis avec une bande de jeunes mecs qui se régalent, qui certains connaissent tout par cœur, mieux que moi. Donc on s'amuse, c'est vraiment c'est récompensant. Vous êtes nostalgique de l'époque, disons, de l'époque du show Zazou à l'Olympia? Non. Pas nostalgique? Pas du tout. Non.
Et vous êtes rancunier. Est-ce que vous en voulez à des gens, finalement Non, j'ai pas de... J'ai pas de rancune. Pas de rancune. Non. Et j'ai appris une chose, je crois qui est très importante, c'est que la rancune, la haine et tout ça tient trop de place dans une vie, dans un cœur, dans une âme, pour pouvoir lui accorder de l'importance. Il faut très vite dégager ça, de manière à laisser la place à des choses plus gaies, plus souriantes et tout ça. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Dans les 5 ans qui ont précédé la sortie du Rendez-vous au tas de sable, en fait, j'ai tellement cru à ça que je n'ai fait que ça. Ah, d'accord. Et en fait, j'ai un peu mis tous mes œufs dans le même panier, vous avez un peu lâché la proie pour l'ombre, quoi, on peut dire. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que là, je serais plus sage et je travaillerais sur d'autres trucs en même temps. Vous continueriez à faire des disques? Oui, je crois. Ouais. Le jour où vous allez disparaître, qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive comme épitaphe sur votre tombe? Oh, je le ferais peut-être en 2 temps. Oui. En haut, il y aurait marqué Game Over. Oui. Et en dessous, Same Player Shoots Again. Merci, j'étais heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Richard. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.